Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est un peu difficile pour moi à tourner. Je l'ai déjà tournée 3 ou 4 fois, je crois. Quand je regarde au niveau du montage, je me rends compte que je suis trop factuelle et je ne veux pas être uniquement factuelle. Donc voilà, j'essaye encore une fois d'expliquer ce qui m'arrive et où j'en suis. Pour faire simple, comme l'annonce le titre, je quitte le Koweït parce que j'ai fait un burn-out. Et donc je voulais en parler parce que je trouve ça important de parler de santé mentale sans la rendre jolie. Les problèmes de dépression et de burn-out, ce n'est pas beau et c'est pas très sympa à vivre. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour en parler. Mais en gros, pour faire simple, moi j'ai été donc prof de français dans une école anglaise avec un salaire qui était vraiment très élevé. C'est un salaire que je ne toucherai plus jamais de ma vie au vu de mes qualifications et que je ne veux plus toucher en fait parce que ce qui va avec, voilà, c'est trop lourd pour moi. J'enseignais le français donc à 1000 élèves, 37 classes et seulement 3 niveaux. Donc je dis seulement 3 niveaux parce que c'est important de bien se rendre compte que en fait, je répétais 12 fois une leçon, 12 fois une autre leçon et 13 fois une autre leçon. Je faisais partie d'une équipe, mais j'étais la seule en primaire, donc j'ai décidé petit à petit de m'éloigner du secondaire parce qu'ils ne m'aidaient pas en fait, puisqu'ils étaient incapables de m'aider puisqu'ils n'avaient jamais fait mon travail. Et j'ai essayé de m'intégrer au primaire, mais en fait, être prof de langue, c'est pas le même métier qu'être prof d'une classe, et je n'ai pas trouvé ni le soutien ni l'aide que j'espérais de la part de mes supérieurs, parce que je pense pas que mes collègues auraient pu m'aider en fait, puisqu'on faisait pas le même métier. Et mes supérieurs n'avaient aucune idée de ce qu'était mon travail, donc bon, ils m'ont pas aidé. Et ça a été, donc j'ai travaillé là-bas 2 années scolaires complètes et 2 mois. Et en fait, ça a été une bataille perpétuelle pour avoir des conditions de travail acceptables. Et chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, c'était l'enfer. J'ai craqué, donc ça a été un long processus, ça a duré quand même depuis que je suis arrivée dans cette école puisque j'ai détesté ce travail dès le premier jour. J'ai tenu donc 2 ans et quelques et j'ai craqué le 6 novembre exactement. Et donc ensuite s'en est suivi une procédure de mes supérieurs qui me faisaient croire qu'ils essayaient de trouver une solution pour me garder dans l'établissement alors qu'en fait ils devaient être en train de parler de comment faire pour pouvoir me licencier sans que ça leur coûte de l'argent. Au final, j'ai tout simplement démissionné parce que si je me faisais licencier, ça pouvait moi me poser problème. Quand je parle de poser problème, c'est vraiment poser problème. J'ai préféré démissionner parce que de toute façon, eux ne voulaient plus que je travaille dans cette école. Moi, je voulais plus travailler avec eux. J'ai ni l'énergie, ni l'envie d'aller au tribunal ou quoi aux caisses. Pour ça, les prud'hommes ici au Koweït n'existent pas, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien, donc bon, ça m'aurait coûté énormément d'argent pour pas grand chose, et surtout en fait psychologiquement je ne suis pas dans les meilleures conditions pour pouvoir me lancer dans une telle guerre. Mon burn-out, alors je dis que c'est un burn-out, en fait je sais pas, mais je pense que c'est ça puisque depuis que je suis partie, je me sens beaucoup mieux. Donc le truc avec le burn-out comme ça, c'est que c'est quelque chose qui est très insidieux, je trouve, et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, moi j'ai très très mal vécu le Covid, et à la base je voulais quitter le Koweït en 2020, donc si le Covid n'avait pas été là, je serais partie. Ensuite, je devais rester encore 1 an seulement, donc l'année 2020-2021, sauf que j'ai rencontré mon partenaire, du coup je suis restée, j'ai changé d'école, et donc je suis arrivée dans cette école anglaise en 2021, mais déjà mentalement à ce moment-là, j'étais pas au top. J'étais pas au top parce que le Covid m'avait vraiment beaucoup affectée, et que le Covid avait aussi... Le Covid a changé beaucoup, je pense, dans notre manière d'enseigner, dans la manière de voir les enseignants. Et je pense aussi que ça a permis, malheureusement, à beaucoup d'enseignants de se rendre compte que c'était un métier qui
malgré toutes nos difficultés, on est quand même assez maltraités. Les enseignants sont quand même assez maltraités. Vous pouvez me dire que les enseignants ont beaucoup de vacances, nanani nanana. À partir du moment où vous êtes enseignant, moi j'ai vraiment cette impression que vous donnez de votre âme pour des enfants qui ne sont pas les vôtres, pour une entreprise qui n'est pas la vôtre, parce qu'une école reste, et encore plus dans le privé, ça reste quoi qu'il arrive une entreprise. Et en plus, vous devez suivre les directives d'un ministère qui n'a aucune idée de ce que vous êtes en train de faire et qui apparemment s'évertue à rendre votre travail chaque année plus difficile que l'année précédente. Je trouve ça formidable. Donc vous comprenez que j'ai terminé ma carrière dans l'enseignement et que je ne retournerai certainement pas enseigner de sitôt, voire jamais. Et du coup je suis très contente de ne pas être attachée au ministère de l'Éducation nationale. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que donc quand je suis arrivée dans mon école, je l'ai détestée dès le début. J'ai détesté l'école, j'ai détesté l'ambiance générale de l'école parce qu'ils sont très dans la positivité toxique, donc tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ils sont dans cette espèce de bienveillance poussée à l'extrême envers les enfants qui n'a aucune limite. En fait, c'est une bienveillance qui n'a aucune limite. Et donc, moi, j'ai vite compris, que mon métier était inutile. Et ça, c'est vraiment dur de faire un métier qui n'a aucun sens et qui n'apporte rien à l'école, en réalité. J'ai vite compris que mon poste n'était qu'un argument marketing pour pouvoir dire « Regarde, nous, on est une école anglaise et nous, on commence le français dès la primaire. » Ils n'ont mis aucun moyen pour ce poste, donc moi quand je suis arrivée il n'y avait aucune ressource. Quand j'essayais de savoir où je devais aller, on ne me répondait pas parce que personne n'a été capable de me donner des objectifs clairs. Et c'est difficile quand vous êtes tout seul de définir vos objectifs pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi j'étais en primaire, mais ensuite en secondaire c'est une autre équipe. Donc si le secondaire ne me donne pas des objectifs clairs à atteindre, comment est-ce que moi je les construis si je ne sais pas ce que eux font derrière ? Donc la liaison primaire-secondaire était ridicule, si ce n'est que j'ai fait pendant 1 an acte de présence à des réunions qui elles aussi étaient inutiles. Donc ensuite je me suis détachée pour aller exclusivement au primaire où je pensais que j'allais avoir un peu plus de soutien, puis en fait non, parce que personne n'enseignait une langue étrangère au primaire et que donc du coup j'étais super isolée. Le truc dans cette école, c'est qu'ils veulent qu'on soit tous copains, donc oui, en effet, ils étaient gentils avec moi, mais moi, je m'en fiche, je suis pas là pour être leur pote. Moi, je suis là pour évoluer professionnellement, ce que je n'ai pas fait pendant les 2 ans où j'ai travaillé là-bas. Je pense que je sors de cette expérience professionnelle en n'ayant rien appris de plus sur mon métier et je ne considère pas être une experte qui a rien à apprendre, loin de là. Je pense que j'ai vraiment beaucoup à apprendre, mais j'ai beaucoup à apprendre de gens qui travaillent avec moi et qui travaillent main dans la main avec moi, pas de gens qui sont là juste pour me surveiller. J'ai eu plusieurs fois des visites de classe et ensuite c'était des retours qui étaient vraiment formidables. Apparemment, voilà, j'étais arrivée au summum de ma carrière d'enseignante et qu'il n'y avait rien que je pouvais faire pour évoluer et être meilleure. Et moi, je trouve ça impossible en fait. Et ça a commencé à peser sur mon moral d'être toute seule sur ce poste. Moi, je m'en fiche de ne pas avoir d'équipe, c'est-à-dire que je m'en fiche de ne pas avoir d'autres profs de français qui font exactement le même travail que moi. Par contre, ça me dérange d'être dans une situation où il n'y a personne qui n'a la capacité de m'aider à peut-être appréhender les choses d'une autre manière pour pouvoir mieux les appréhender. Ça veut dire que très rapidement dans mon poste, j'ai eu l'impression d'être comme un lion en cage et de ne pas pouvoir voir les choses autrement. Je ne savais pas comment changer ma perspective, parce que si vous confrontez votre perspective à quelqu'un, vous allez automatiquement évoluer, mais quand vous n'avez personne à qui confronter cette perspective, vous tournez vite en rond à vous dire « mince, mais moi je suis dans une impasse ». Je pense que je n'étais pas dans une impasse. Je pense que j'avais besoin que quelqu'un me montre un autre chemin. Et ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été le cas. J'ai personne qui m'a montré un autre moyen de travailler. Donc je me suis vite retrouvée... on était au début comme un lion en cage et petit à petit, je me suis retrouvée dans une pièce sans porte ni fenêtre. Ça a été dur dès le début. Je ne suis jamais rentrée chez moi en étant contente de ma journée au travail dans cette école.
Je suis jamais rentrée chez moi en me disant ah j'ai atteint un but que je voulais atteindre ou j'ai fait quelque chose qui m'a fait me sentir bien, c'est jamais arrivé. Moi je suis toujours rentrée chez moi en me disant que j'étais épuisée par ma journée de travail. Et au début je me disais que bon ok c'est une fatigue normale et ça va aller. Sauf que mois après mois ça devenait de plus en plus compliqué jusqu'au moment où donc c'était cette année en 2023, en avril ou mai 2023, j'ai réalisé qu'en fait ça n'allait pas du tout, que ça n'allait pas bien du tout et qu'il fallait que je fasse quelque chose parce qu'en avril-mai 2023, j'avais l'impression que la seule solution pour me sortir de cette pièce sans mur ni fenêtre, c'était en gros de mourir. Et c'est dur de le dire à voix haute parce que j'en ai pas parlé à beaucoup de gens, mais vraiment c'était la seule chose que j'imaginais aller pouvoir me sortir de là. Alors évidemment, ça c'est quelque chose que les gens qui n'ont pas eu de tendance suicidaire peuvent comprendre, mais quand quelqu'un vous dit qu'il a... Enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, quand je disais j'ai envie de mourir, j'avais pas envie de mourir avec ce que ça implique, j'avais pas envie En fait, j'avais pas envie d'être morte, quoi, mais j'avais envie que ça s'arrête. Je voulais que tout ça s'arrête parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans une situation où il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution parce que, et c'est là où c'est particulier, démissionner n'en était pas une parce que j'avais l'impression que si je démissionnais, j'allais aller dans une autre pièce sans mur ni fenêtre. J'avais vraiment l'impression que j'avais pas d'autre solution que de mourir en fait. C'était vraiment une période très très noire pour moi. Et pourtant j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour que ça aille mieux. Je me suis inscrite à la salle de sport par exemple. Et en fait je pouvais plus aller à la salle de sport parce que je voulais pas qu'on me voie. Je voulais pas que des gens me regardent. Aller au restaurant, pour moi, c'était difficile. Aller boire un café, c'était difficile parce que je voulais pas qu'on me voie. Je voulais vraiment disparaître. La seule personne que je voyais à ce moment-là, c'était mon copain. Sauf que mon copain, il a une vie et il pouvait pas passer tout son temps avec moi. Et le fait qu'il ne puisse pas passer tout son temps avec moi continuait, moi, de m'enfoncer dans ce désespoir. Et moi, j'étais avec mon partenaire et je voulais que cette relation fonctionne, donc je pouvais pas démissionner parce que si je démissionnais, ça voulait dire que j'allais quitter le Koweït et je pouvais pas aller postuler dans une autre école parce que si jamais c'est pire et pour un salaire qui est moins élevé, je vais regretter d'avoir quitté une situation qui ne me plaît pas, mais au moins j'étais très bien payée. Et les gens me disaient oui mais si c'est mieux, et moi je disais c'est impossible que ce soit mieux, je pense que toutes les écoles sont comme ça, je pense que c'est moi le problème, je pense que je suis pas faite pour ça, je pense qu'il faut que j'arrête d'enseigner, je pense que le problème c'est vraiment l'enseignement et nanana. Et beaucoup de gens me prouvaient par A plus B qu'il y avait mieux ailleurs en me disant oui mais les horaires sont moins compliqués, tu auras plus de classes donc tu seras moins dans la répétition, il y a plus de vacances, tu finis plus tôt. Oui mais non mais en fait c'est pas possible parce que si jamais c'est bien, c'est pas possible que ce soit bien parce qu'en fait regarde là ici, ma pote elle m'avait dit que c'était très bien mais en fait c'est une catastrophe et nanani et nanana. Et en fait je tournais littéralement en boucle. Et quand on me disait oui mais tu peux travailler ailleurs, non mais j'ai pas envie de travailler ailleurs parce que en fait tu vois si jamais je retourne dans la vente, autant que je rentre en France parce que ce sera le même salaire et en France il y a des meilleures conditions de travail et j'ai pas envie de rentrer en France parce que j'ai mon copain ici et puis j'ai ma vie ici, puis ça fait 8 ans que je suis au Koweït, je peux pas vendre ma voiture et quitter mon appart et je vais faire quoi de mes chats. En fait c'était vraiment ça dans ma tête tout le temps, c'était du bruit tout le temps. C'était du bruit quand j'étais à l'école parce que l'école était bruyante et c'était du bruit quand j'étais chez moi parce que dans ma tête c'était bruyant. Je n'avais plus l'espace de lire un livre parce que j'arrivais plus à me concentrer. Je ne pouvais pas regarder un film que je ne connaissais pas parce qu'en fait je comprenais pas l'histoire parce que j'arrivais plus à me concentrer. Je pouvais pas regarder des nouvelles séries parce qu'en fait j'arrivais pas à me concentrer. Mon copain venait et il me disait viens on va au restaurant. Moi je pouvais pas parce qu'en fait je faisais des crises d'angoisse à l'idée d'aller manger à l'extérieur. J'avais peur qu'on me voie, j'avais peur qu'on me regarde, j'avais peur qu'on me juge. Je voulais littéralement disparaître. Et évidemment cette situation n'a pas aidé mon couple, n'a pas aidé à me sentir mieux au travail parce qu'en fait ça a été de pire en pire et ça a été vraiment une période très sombre et très noire. Et ça s'est infiltré insidieusement depuis le début du Covid. Donc on va dire qu'en 2020, ça allait et que petit à petit, tout ça s'est assombri jusqu'à mai 2023 où, en pleurs au téléphone avec ma mère, je lui dis
que si l'entreprise me repropose un contrat, il faut qu'elle m'aide à refuser, parce que moi je sais que j'arriverai pas à refuser, parce qu'un tel salaire ne se refuse pas. L'été, quand je vais en France, ça va pas mieux, très honnêtement, quand je suis en France, ça va pas mieux. C'est pas... En fait, même si je suis séparée de mon copain à cette époque, je continue de l'appeler pour lui dire que ça va pas mieux et que j'ai besoin d'aide et que je sais pas vers qui me tourner et que c'est la seule personne en fait qui me connaît suffisamment pour pouvoir m'aider dans une telle situation. Et en fait, c'est horrible parce que je suis en vacances et je me rends compte que je devrais être là en train de souffler, en train de me reposer et ça marche pas. Je souffle pas et je me repose pas parce qu'en fait, je suis sur la sellette du fait que je vais y retourner en septembre. Et moi, j'ai acheté une maison en 2020 pour pouvoir justement vivre tranquille quand je rentre en France, de me poser chez moi et de me faire ma petite routine. Et en fait, ma maison, elle est toujours pas disponible. Donc en fait, je me dis, mais attends, mais t'as 34 ans, tu passes les vacances chez tes parents, mais c'est nul comme vie. Tu détestes ton travail, tu passes pas des bonnes vacances, t'as une vie de merde. Et je me dis encore une fois, je tourne de nouveau en boucle qu'il n'y a pas d'autre solution et que la meilleure solution, c'est la mort. Et je suis dans mon lit en France à pleurer et à me dire, mais quand est-ce que ça s'arrête ? Et en fait, c'est la raison pour laquelle je suis partie à Bali. J'ai décidé de partir à Bali. Parce que entre mon travail qui se passait pas bien, mon espèce de réalisation que j'ai une vie de merde, et la rupture avec mon copain de l'époque, je me dis, il faut que tu fasses quelque chose qui te mette les idées au clair. Il faut que tu prennes du temps pour souffler. Donc quand je vais à Bali, j'ai passé 4 jours dans une retraite silencieuse, mais j'ai surtout passé 15 jours toute seule avec moi-même. Et c'est là où ça a été une espèce de déclic dans ma tête. Je suis sur mon petit scooter à Bali, et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Je me dis vraiment, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Qu'est-ce que tu fais au Koweït ? Qu'est-ce que tu fais à faire ce travail ? Qu'est-ce que tu fais à te gâcher ? C'est un peu c'est un sursaut de vie en fait. C'est un sursaut de vie où je me dis, mais tu continues comme ça, dans 2 ans t'es morte. Genre littéralement, si tu continues comme ça à détester ton quotidien juste pour économiser de l'argent, tu vas crever. Je sais pas comment, je sais pas ce qui va se passer, mais tu vas crever en fait. Tu peux pas passer ta vie à espérer quelque chose de mieux en étant dans un quotidien que tu détestes. Et donc j'ai cette réalisation-là et je me dis, ok, c'est sûr, quand ils me donnent le contrat en novembre, je le refuse. En septembre, mes managers ont un peu essayé de faire en sorte que mon quotidien au travail soit un peu plus facile, mais c'est littéralement un pansement sur une jambe de bois et puis en vrai c'est trop tard aussi. Donc je me dis, ok, vas-y, fais l'effort, tu restes jusqu'à juin. Le truc c'est que ça, c'est quelque chose c'est un gros piège, hein. C'est que vous venez de passer 2 mois de vacances, donc quand vous arrivez, vous êtes reposé et tout, et vous dites, ah bah non, mais ça va, c'est pas si horrible. Donc moi, je me dis ça, je me dis, bah ça va, c'est pas si horrible. À ce moment-là, je me sépare vraiment de mon partenaire, genre c'est bon, c'est terminé, c'est définitif. Donc j'entame une nouvelle vie de personne célibataire, donc je me remets à courir, je vais à la piscine, je réapprends à nager. Je fais des trucs comme ça en me disant que voilà, j'aime pas mon travail, ok, mais si j'aime mon quotidien, alors ça devrait aller mieux. Sauf qu'en fait, je me rends compte que ça marche pas, que ce que je fais à l'extérieur me fatigue énormément et que par conséquent, j'ai plus suffisamment d'énergie pour mon travail. Et que quand j'arrive au travail, mes journées sont excessivement longues parce que je les commence en étant déjà fatiguée parce que j'ai fait trop de trucs en fait. Et je me dis, mais tu t'en sortiras jamais. Mais j'essaye, je me dis, c'est pas grave. Je décide donc de partir à Oman. Et le matin même de mon départ, je suis en sanglots avec ma mère à lui dire que j'ai pas envie d'aller à Oman, que j'ai pas envie de faire ça. En fait, avec le recul, je réalise que j'étais de nouveau déjà dans cette pièce sans porte ni fenêtre. C'est-à-dire qu'on est au mois d'octobre et ça y est, je retourne dans cette vie sombre que j'avais quittée en mai et qui là revient. Donc la noirceur s'est réinvitée chez moi et au lieu d'être excitée à l'idée de partir en vacances à Oman, je suis complètement démoralisée. Je pleure au téléphone avec ma mère, je suis dans mon lit, j'ai pas fait ma valise, j'ai rien fait et je pleure. Je lui dis que j'ai pas envie d'y aller, je lui dis que j'ai envie
que ma vie c'est un échec, que j'ai envie de mourir, que j'ai envie de louper mon avion parce que quel est le but d'aller en vacances quand t'es tout seul et que t'as personne avec qui partager ça, que moi c'est pas ce que je voulais faire, que j'aurais dû être aux États-Unis avec mon ex et machin. Et ma mère elle est en France donc elle peut rien faire en fait. Juste elle m'écoute, elle essaye de me rassurer, machin, elle me dit vas-y prends ton avion, ça va bien se passer, ça va te permettre de changer d'air, vas-y. Donc c'est ce que je fais. Je pars à Oman, je récupère ma voiture à l'aéroport et quand je suis sur la route, pareil, révélation comme à Bali. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie de merde, avec ton travail de merde, avec ton quotidien de merde ? Je suis désolée pour les mots, mais c'est exactement ce que je pense à ce moment-là. Je me dis, t'es en train de te gâcher, t'es en train de gâcher ton temps, t'es en train de gâcher ta vie, t'es en train de te gâcher toi. Je sais pas ce que j'ai comme potentiel, je sais pas ce que je peux faire, je sais pas, mais en tout cas je sais une chose, c'est que j'ai jamais pris le temps de me poser et de réfléchir à ce que j'ai envie de faire de ma vie, parce que j'ai commencé à travailler à 20 ans, qu'aujourd'hui j'en ai 34, ça fait 14 ans que je travaille, que j'ai pas profité de la vie comme j'aurais dû profiter de la vie en fait, que j'ai été trop grande trop tôt, j'ai pas pu réfléchir à ce que je voulais faire parce que j'ai passé ma vie à être dans la fuite perpétuelle et à essayer de faire en sorte que demain soit mieux. Sauf que là j'ai 34 ans et je me dis mais attends, mais on est demain et c'est pas ce que tu veux en fait. T'es malheureuse comme les pierres, t'es en train de mettre des sous de côté pour avoir une vie qui te convient à peu près dans 6 ans et tu sais même pas si ça va te plaire en fait. Tu sais même pas si ce vers quoi tu veux aller va te plaire parce que la seule chose que tu fais actuellement c'est fuir. Et je me dis ouais mais en fait je peux pas faire ça. Donc c'est sûr et certain, en novembre, je ne prendrai pas le contrat qu'on me propose. Le truc c'est qu'en fait mon corps en a décidé autrement, donc quand je reviens d'Oman, même si je suis régénérée et rafraîchie, je suis surtout épuisée, je suis physiquement épuisée, j'ai tout le temps mal au ventre, et en fait c'est des maux de ventre d'angoisse. Je me réveille tous les jours à 3h du matin, et j'arrive pas à me rendormir. J'enchaîne sur ma journée de travail. Quand j'arrive à l'école, j'ai un nœud au ventre, j'ai tout le temps envie de pleurer. Je rentre chez moi à 15h, j'arrive pas à faire de sieste. Donc en fait, je passe des journées dans mon lit à essayer de dormir et j'y arrive pas. Ensuite, quand finalement je sors de mon lit, il fait nuit, donc je mange et je vais me coucher. Et en fait, c'est ça ma vie. Je me dis, mais quelle horreur. Je me dis vraiment quelle horreur. Et le 6 novembre, psychologiquement, je suis à bout, physiquement, je suis à bout. J'y arrive plus en fait. En fait, c'est à ce moment-là que je réalise que j'y arrive plus. Il se passe quelque chose dans une classe et je craque en fait. Je sors de là et je pleure, mais je pleure à grandes eaux. C'est pas 2-3 larmes, hein, c'est vraiment grandes eaux, sanglots et tout. Et je réalise que je suis en train de me mettre en danger en fait. Ce travail est en train de me mettre en danger et quand je sors je parle donc avec l'assistante de la directrice et quand je sors de là, je me dis mais en fait je vais démissionner. Les choses ont fait que eux non plus n'avaient plus envie de m'avoir dans leur établissement, donc parfait. On a trouvé un accord. Ça s'est pas passé aussi bien que ce que je raconte, mais franchement, ça m'intéresse pas de raconter ça. Parce que j'ai bien vu que même s'ils voulaient toujours de moi là-bas, la manière dont ils m'ont traité, la manière dont ils ont traité ma santé mentale, quand je leur parlais, fait que en fait, je veux plus travailler avec eux quoi qu'il arrive. Depuis que j'ai arrêté d'aller travailler, ça va beaucoup mieux. Je fais des nuits complètes. Je suis enfin capable de lire un livre. Je commence à faire une formation en ligne que je suis capable de suivre parce que j'arrive à me concentrer et mon cerveau arrive à absorber de nouvelles informations. Je peux regarder un film, je peux regarder une série, mais j'ai pas envie de le faire parce que je n'ai plus besoin de me détendre, parce que je ne suis pas tendue. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc je sais que là, je vais un peu dans l'inconnu, puisque en gros, à cause du petit chat, je dois rester un peu plus longtemps ici pour lui faire ses vaccins. Et moi, dans l'idéal, je partirai mi-janvier, fin janvier, je retournerai en France. J'ai énormément de chance parce que je peux aller quelque part sans payer de loyer, que j'avais ici j'avais construit au Koweït un fonds d'urgence qui me permettrait de vivre 3 mois sans travail au Koweït. Le truc, c'est que vu que le dinar koweïtien est très puissant, ça va me permettre de vivre plus longtemps en France sans travail. C'est marrant parce que mon horizon n'est pas plus éclairci qu'en mai.
mais je suis plus dans le noir. J'ai un peu envie de pleurer quand je dis ça, mais je suis plus dans cette pièce sans porte ni fenêtre. Je vois que, en fait, ça y est, moi je suis sortie de cette pièce, il y a une porte, et j'ai pu l'ouvrir et j'ai pu sortir. Et là, je pense que je vais en rouvrir une autre pour aller ailleurs, et que je sais que je ferai tout pour que la prochaine porte que j'ouvre, elle ait perpétuellement des fenêtres et qu'elle ait perpétuellement une porte. Parce que plus jamais, en fait, je me remets dans la situation dans laquelle j'étais en mai. Plus jamais j'ai envie de me dire que la seule solution, c'est la mort. Je sais que là, ça va être compliqué parce que je vais retourner en France, je vais aller dans une région que je connais pas, dans une ville que je connais pas, donc je connais personne, j'ai 34 ans, il va falloir que je reparte de zéro en réalité. Je suis arrivée au Koweït avec une valise, je vais repartir du Koweït avec une valise et 2 chats. Ça va être différent, mais voilà, je pense que c'était juste la fin. C'était le moment pour moi de partir en fait. Et plus jamais je veux me retrouver dans cette impasse, plus jamais je veux me retrouver dans une situation où je pense sérieusement que la mort est une solution. Donc là, je vais prendre un peu de temps pour moi. Donc j'ai des sous de côté, mais je sais pas trop ce qui va se passer. Mais je vous emmène avec moi quoi qu'il arrive. C'est une vidéo qui n'a pas été facile à tourner pour moi. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà enregistrée plein de fois. J'espère que je ne suis pas partie trop dans tous les sens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience si vous aussi vous avez fait un burn-out, si vous avez craqué comme ça à cause de votre travail. Je pense que c'est important d'en parler et d'en parler sans filtre. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un dans ma situation et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!